Des allures d'été avant l'heure. Depuis la fin de la semaine dernière, Français et Britanniques essentiellement vivent comme en plein mois d'août. Sorties à la plage, baignades répétées, glaces et ventilateurs à gogo. Les fortes chaleurs sont revenues subitement dans l'Hexagone, dans la foulée d'un autre épisode exceptionnellement froid cette fois. Résultat, forcément, face au retour des sandales et des soirées en terrasse, beaucoup croient revivre. Et pourtant, ce phénomène caniculaire en plein mois de mai interroge et inquiète même. Pour la première fois, Météo France a activé l'alerte orange canicule dans 8 départements aujourd'hui. Comment expliquer cet épisode? À quel point devons-nous prendre la mesure de la gravité de la situation? De quoi sera fait l'avenir proche au vu de cette accélération, s'il y en a bien une? Bonjour David Efaranda et merci d'être avec nous sur cette demi-heure. Vous êtes directeur de recherche en climatologie au CNRS, auteur aussi du GIEC. Alors là, il est 13h02 à Paris. Le thermomètre affiche, et j'ai regardé la météo juste avant de débuter l'émission, 31 degrés. Le pic, il est prévu aux alentours de 16h. On attend 35 degrés aujourd'hui. C'est plus qu'hier, c'est moins que demain. À quel point ces chiffres, ces températures, un 26 mai, sont exceptionnellement anormales? Bonjour, déjà merci beaucoup pour l'invitation. En fait, il s'agit de températures inédites, exceptionnelles, anormales. On peut utiliser tous les adjectifs qu'on veut, mais la chose importante à dire, c'est que ça fait 30 ans que les climatologues ont prévu, avec les réchauffements climatiques donc d'origine humaine, que ce genre de température pouvait arriver. Il y a dans les modèles climatiques, on a ce genre de canicules qui peut arriver les mois de mai, on les a, on les voit. Donc, ça fait 30 ans qu'on alerte sur le fait que ça allait arriver. Et voilà, là, ça arrive. Donc, ça peut surprendre la population, ça peut surprendre la politique. Mais nous, les climatologues, on n'est pas trop surpris du fait que ça pouvait arriver. Après, bien sûr, le fait de voir réaliser ce genre de prévisions qu'on avait fait il y a 30 ans et qu'on continue à faire avec des projections qui vont aussi dans le futur, avec des températures encore plus élevées, bien sûr, ça nous inquiète parce qu'on n'est pas du tout préparé. Vous avez du mal à comprendre que les gens encore aujourd'hui s'étonnent de cette situation pour laquelle vous vous alertez depuis tant de temps? Oui, tout à fait. Je peux dire aux climato-sceptiques aujourd'hui, ouvrez la fenêtre, regardez dehors et après, regardez les calendriers. Et vous faites tout de suite une équation impossible. 40 degrés en France, qu'on va peut-être attendre ce week-end avec les prévisions de Météo France. En tout cas, on est sur 37, 38, 39 degrés, 36 à Londres. C'est du jamais vu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire « Ah, c'est l'été, il a toujours fait chaud ». Non, on est au printemps, ce n'est pas la bonne saison, ce ne sont pas les bonnes températures, c'est le réchauffement climatique d'origine humaine. On croise toujours des gens, des anciens parfois et des plus jeunes qui vont vous dire « mais ça s'est déjà vu par le passé, on a déjà connu des épisodes caniculaires comme ça ». Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors je pense que je ne passerai pas plus de temps à parler aux climato-sceptiques et je m'arrête là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nous, les climatologues... Il ne faut pas parler avec eux justement, ces climato-sceptiques, j'ai déjà répondu, perdu d'avance. Non, c'est pas perdu d'avance. Je pense que les climato-sceptiques, ils vont finir par se rendre compte malgré eux, de ce qui leur arrive. C'est-à-dire, il y a toujours une prise de conscience que ça se fait aujourd'hui, si on regarde dehors de la fenêtre et on regarde les calendriers, par cette équation impossible que pour nous, c'est difficile à expliquer, mais je pense qu'on va venir. Et en tout cas, on peut expliquer pourquoi on arrive à atteindre ce genre de température. On va l'expliquer, en tout cas, ce phénomène d'aujourd'hui. Mais sans être climato-sceptique, est-ce que c'est pas aussi une façon de se rassurer, de rester dans le déni et de se dire c'est vrai, il y a eu d'autres époques où on a connu des moments un peu plus chauds. Les gens ont besoin de se rassurer, vous ne croyez pas? Alors, je pense que oui. En fait, pour comprendre le climato-scepticisme, il y a plusieurs choses qui sont mises en champ par des collègues qui ne sont pas forcément des climatologues. Justement, avec l'évidence scientifique qu'on a construite, qui est très, 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 très claire pour la communauté scientifique, il n'y a aucun doute que le réchauffement climatique qu'on observe et les phénomènes extrêmes qui vont avec, donc les canicules, les orages, tout ce dont on parle aujourd'hui, ça vient de la combustion d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon. Donc, comment on peut expliquer qu'il y a encore des gens qui ne croient pas à ça?
Pour trois choses. En fait, les dénis, c'est quelque chose qui intervient dans la psychologie quand on est face à quelque chose qui est trop grand pour nous pour l'expliquer. Mais il y a aussi, bien sûr, les intérêts de quelques-uns qui dirigent les énergies fossiles et qui a beaucoup d'influence sur une certaine partie de la population. Et donc, c'est ça aussi qui peut expliquer ce climato-scepticisme. Un déni poussé et entretenu, effectivement, par certains qui auraient intérêt à ce qu'on ne voit pas venir tout cela et que les choses restent inchangées. On va peut-être regarder les faits parce que nous, on est journalistes, on aime les faits. 20 départements placés en vigilance jaune, canicule par Météo France. 8 basculent dans le cran d'au-dessus, c'est le niveau orange. C'est la première fois qu'un tel dispositif est activé aussitôt dans l'année. Lorraine Gublin, Béatrice Gelot et Bruno Vignier. Regardez. Patauger pour mieux supporter la chaleur, même dans les régions habituellement les plus fraîches. À Rouen, c'est sur les quais de la Seine qu'on se sentait peut-être le mieux. On sort pour justement prendre un peu d'air aussi, parce qu'en ville, on est souvent un peu étouffé. 30,7 degrés dans la ville de Normandie, record battu. 28 ans qu'il n'a pas fait si chaud ici en mai. Je dirais que c'est un peu trop d'un coup, quoi. Ça serait en montant encore, mais là c'est insoutenable. D'ailleurs, on rentre, là, on n'en peut plus. À l'ombre de la cathédrale, notre thermomètre a même affiché 38,4 degrés. On est venu exprès de Paris pour venir se rafraîchir dans la cathédrale de Notre-Dame de Rouen. Record battu également à Poitiers, 34,3. Le dernier record en date remontait à 1922. Alors certains ont opté pour la balade en rivière. Je pense que le canoë-kayak il va finir avec une petite baignade. Des températures inédites partout en France. 37,1 à Osgore, 34,7 à Bergerac et à Nantes, 33 à Brest ou encore 32 à Trappes en Île-de-France. Dans le nord, où la chaleur est aussi assommante, cette base de loisirs est un bon refuge. Les hébergements ont affiché complet tout le week-end. C'est agréable, là, surtout avec ces dernières semaines, avec la pluie, tout ça, on n'a pas pu trop sortir. Donc là, c'était un week-end prévu depuis longtemps, donc on est ravis. Et le pic de chaleur n'est pas encore arrivé. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que la température ne va cesser d'augmenter tous les jours un petit peu jusqu'à jeudi et peut-être même vendredi dans le sud du pays. Ensuite, il y a deux scénarios. Soit on a une dégradation orageuse pour ce week-end qui met fin à cette situation de dôme de chaleur, soit on a un peu plus en douceur, une bascule des vents et avec le retour de température plus normale pour une fin de printemps. Le problème, c'est qu'en l'état actuel des choses, on ne sait pas dire ce qui va se passer. Demain, 8 départements de l'ouest de la France sont classés en alerte orange canicule, dont l'Ille-et-Vilaine en Bretagne, où en ce lundi de Pentecôte, les services de secours ont reçu 800 appels de plus que l'an dernier à cause de la chaleur. Voilà, les appels aux services de secours, mais on n'en est qu'à un début de bilan. On voit qu'il y a beaucoup de mal à déjà communiquer des chiffres. Les autorités qui parlent de 7 morts liées directement ou indirectement à cet épisode. Je crois qu'on veut prendre un peu de recul avant de se prononcer sur la chose. Beaucoup de choses qui sont dites dans ce reportage. On ne vit pas la canicule de la même manière selon l'endroit où l'on vit. C'est plus agréable forcément au bord d'une rivière qu'en pleine ville. Tout à fait, oui. Il faut trouver aussi des façons pour aménager notre temps et aussi les activités qu'on peut faire. Les canicules sont plus intenses, sont plus difficiles à vivre dès qu'il y a de l'humidité. Donc, ce n'est pas juste une question de température, mais c'est une combinaison entre température et taux d'humidité élevé. Elles sont plus difficiles à vivre si on est dans des zones urbaines comme les villes de Paris, les métropoles, car on a cet effet des îlots de chaleur urbains que la nuit empêche la température de baisser et aussi cette chaleur qui est relâchée par les bâtiments qui nous empêchent de dormir. Donc il y a sûrement des choses qu'on peut faire pour aménager nos espaces et aussi nos tentes de façon que la canicule soit plus supportable. On a vu certaines activités sportives dans le sujet. Bien évidemment, c'est très important d'être à la fraîcheur et de profiter de la végétation, mais il faut faire attention
à ne pas trop s'exposer dans les heures les plus chaudes. Même pour des personnes sportives, on atteint des températures de 36, 37, 38 degrés qui sont dangereuses pour l'activité sportive. On a vu ce week-end un nombre record d'admissions au service des urgences avec des coureurs, des très jeunes coureurs parfois, qui faisaient des malaises. Il y a eu un décès même. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui nous regardent et qui sont tentés par ce beau temps d'aller faire du sport? Alors, il faut suivre sûrement les recommandations typiques de l'alerte orange qui après sont passées au préfet avec des instructions précises pour la population, mais c'est normalement des règles de bon sens. Ça veut dire éviter l'activité sportive, s'hydrater beaucoup, rester à l'ombre. Prendre des douches aussi, je crois que là, c'est important de mettre de l'eau sur sa peau, ça réhydrate le corps. Et en tant que climatologue, j'ajouterais aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui devrait être notre objectif principal pour éviter de se retrouver avec ce climat qui n'est pas un climat de la France, mais c'est un climat qui n'appartient pas à nous, à notre mémoire, et pour lequel il y aura des limites d'adaptation si on le pousse encore plus aux extrêmes. Donc, là, laissez la voiture à la maison, par exemple. Et alors là, je vais pousser un peu plus loin. La clim, on en parle. Ça, c'est la première chose que je vous ai dit. Vous avez de la chance. Aujourd'hui, la clim fonctionne. Hier, c'était un vrai sujet. Ça devient un sujet, la clim. Même quand on y est opposé, quand on traverse des épisodes comme celui-ci, tout le monde veut avoir une clim pour continuer à travailler, notamment pour dormir cette aussi. Question est très importante parce que ça nous permet un peu de parler d'adaptation. Donc, on sait que le changement climatique est là. On a déjà, on peut quantifier les canicules et les extrêmes climatiques qu'on va subir à cause de ce réchauffement de l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Et alors là, on peut ouvrir un énorme chapitre parce qu'en fait, il y a plein de solutions et il n'y a pas une seule solution miracle. Donc la clim, bien sûr, c'est quelque chose qui peut aider, soulager la population, mais il faut l'utiliser de façon intelligente. Donc c'est quelque chose qu'il faut ajouter. Si la chaleur est extrême, à des solutions qui sont basées sur la nature, à des solutions qui nous permettent de ne pas ajouter d'autres émissions de gaz à effet de serre, donc de brûler d'autres énergies fossiles. Par exemple, ce qu'on a vu dans des métropoles de France, même à Paris, ajouter de la verdure, végétaliser les habitats, par exemple. Exactement, et même en fait sortir d'une logique pure de conservation, bien sûr, du patrimoine immobilier, mais aussi permettre aux citoyens et aux citoyennes de s'équiper avec des solutions qui peut-être ponctuellement rendent moins beau notre paysage, mais qui enfin sont efficaces, comme par exemple les persiennes, les volets. Donc il y a des choses... Je crois que ça commence à avancer, ça. On pense notamment aux écoles. C'est vrai que ça a été particulièrement rude. L'année dernière, il y a des directeurs d'école qui ont demandé à des parents de ne pas mettre les enfants à l'école, qui est quand même obligatoire, on le rappelle, parce que l'école n'était pas en mesure d'accueillir dans de bonnes conditions les enfants. Les enfants qui sont de retour aujourd'hui dans leurs établissements scolaires, mais là aussi accueillis comment? Il faut des moyens pour transformer l'habitat, transformer l'institution qui est l'école aujourd'hui. Et au niveau local, on voit ça, même s'il y a une volonté qui est mise en avant, ça peine à suivre. Alors, la chose qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas, ça va coûter plus cher de laisser les changements climatiques faire son cours et ne rien faire, parce qu'après, on va payer en termes, malheureusement, des décès. On le voit déjà avec cette canicule aujourd'hui, on commence à avoir des décès. On va les payer en termes de pertes de productivité, puisqu'on ne peut pas continuer à travailler dans des conditions de chaleur qui sont trop élevées. Donc, il faut aménager nos espaces, il faut investir aujourd'hui sans tarder sur tout, en fait, un ensemble d'actions qui n'est pas juste ajouter la clim, mais comme je le disais, c'est utiliser vraiment les solutions basées sur la nature et ponctuellement aussi les solutions technologiques sans préjugés. Moi, je n'ai pas préjugé en particulier sur la clim ou d'autres façons. Il n'y a pas une bonne réponse, c'est ça que vous dites. Il y a plusieurs réponses, et quelle qu'elle soit, l'important, c'est que tout le monde s'y mette. Exactement, il faut les intégrer. Et il y a des réponses qui ont deux bénéfices, d'atténuer la chaleur, là, tout de suite, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Par exemple, si on installe la clim, mais on produit l'énergie avec des panneaux solaires ou avec de l'éolien ou avec du nucléaire, des énergies renouvelables, on n'est pas en train d'augmenter les émissions de CO2, donc on n'est pas en train de renforcer ces systèmes qui nous amènent à encore des vagues de chaleur plus intenses. Vous pointez du doigt, toujours on parlait de l'école et des investissements sur le long terme, vous pointez du doigt le problème de la politique. Bien souvent on fait des paris à court terme, on mise sur le mandat qui est en cours et pas forcément sur ceux qui vont suivre derrière. Est-ce que vous sentez que ça c'est un gros obstacle ? C'est un obstacle, mais les climats nous présentent la facture, l'urgence est là. On le voit aujourd'hui avec 38 degrés en France, 40 peut-être ce week-end. Et vous me disiez 50 degrés peut-être à Paris, ça c'est possible. Et en fait, dans les modèles climatiques qu'on utilise pour les projections climatiques, on peut aussi observer, on a publié des articles à l'Institut Pierre-Simon Laplace qui montrent que les 50 degrés ponctuellement à Paris sont possibles. Paris pour dire le nord de la France, pour dire en France. Donc, en fait, ce n'est pas les pires qu'on peut vivre avec les réchauffements climatiques actuels. Ce n'est pas pour nous effrayer, mais c'est pour dire, en fait, il faut aménager tous les espaces, il faut aménager nos vies dès tout de suite. Et les investissements qu'on fait aujourd'hui, ça va être un retour en termes de productivité, en termes de santé qu'on aura tout de suite, puisque le réchauffement climatique est déjà là. Alors, on va regarder justement les effets du réchauffement climatique et le phénomène qu'on observe là en ce moment. Pourquoi on a si chaud aujourd'hui à Paris ou à Londres? On vous a beaucoup parlé ces derniers jours du fameux dôme de chaleur, celui qui emprisonne cette chaleur qui va crescendo, finalement comme une marmite en somme. Explication scientifique pour le coup et on en reparle juste après. Regardez. Une chaleur record pour un mois de mai. Avec plus de 33 degrés, Londres a connu une température digne du sud de l'Europe. Alors, si certains profitent d'un soleil qui se fait rare outre-Manche, d'autres s'inquiètent un peu plus de cette anomalie. Je trouve ça effrayant et ce sera pire chaque année. C'est un peu trop chaud. Je suis britannique, moi. Donnez-moi plutôt 16 degrés. Je pense qu'on n'a pas eu aussi chaud depuis des années. Cette chaleur écrasante, qui s'étend sur le Royaume-Uni comme sur la France, vient d'un phénomène bien précis, le dôme de chaleur. De l'air chaud venu du sud se retrouve coincé sous un anticyclone. Une forte pression agite alors comme un couvercle. La chaleur reste bloquée sous un dôme et s'intensifie de plus en plus. C'est le même mécanisme qui fait étouffer l'Inde depuis des semaines avec plus de 45 degrés dans plusieurs villes du sud. L'hiver dernier aux États-Unis, un dôme de chaleur avait fait monter la température à plus de 40 degrés sur la côte ouest. Au Canada, le phénomène avait entraîné des incendies spectaculaires en 2021, après un record absolu de chaleur à 49,6 degrés. Des événements météorologiques de plus en plus extrêmes avec le réchauffement climatique. Le dôme de chaleur, c'est une situation météorologique qui a toujours existé et qui est aujourd'hui dopée par le changement climatique. Et donc ça nous conduit à des chaleurs extrêmes au mois de mai, au mois de juin, qui étaient tout à fait impossibles par le passé. Le dôme de chaleur qui s'étend actuellement sur l'Europe devrait persister au moins jusqu'à vendredi, avant de s'estomper progressivement. Bon, c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire, je vous disais, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, un peu partout dans le monde d'ailleurs. On est au mois de mai, le 26 mai, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'été qui n'est pas encore là et qui arrive? Est-ce qu'un mois de mai très chaud, ça veut forcément dire que l'été va être particulièrement rude? Non, alors déjà, en fait, les prévisions météorologiques, pas les projections climatiques, ont une durée limitée. Donc, dans 10 jours, on ne sait pas trop après ce qui va nous arriver. Et d'ailleurs, on l'a évoqué aussi, vous l'avez évoqué avec les prévisions météo qui pourraient changer pour la fin de la semaine avec un retour des orages, un temps plus frais. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les conditions du printemps sont importantes pour déterminer la probabilité des vagues de chaleur en été. Donc, en gros, ça veut dire que si le sol est très sèche dans cette saison-là, on aura plus de chances d'avoir des incendies et des canicules aussi tout au long de l'été. Donc c'est le cas là en ce moment. Malheureusement, c'est le cas. Donc on peut se dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des vagues de chaleur même plus intenses
par la suite. Et après, l'autre chose qui est intéressante à expliquer, parce qu'on ne l'a pas encore fait, c'est comment on peut expliquer qu'on arrive à ce genre de température le mois de mai. Donc, vous avez évoqué les dômes de chaleur. Nous, à Climameter, qui est le consortium que je coordonne, c'est un consortium international de chercheuses et de chercheurs, on réalise les études d'attribution rapide pour comprendre en ce moment pourquoi on vit ce que l'on vit. Et donc, on a effectivement trouvé, et les résultats seront disponibles dans les tout prochains jours. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de façon rapide à chaque fois qu'il y a un événement climatique extrême, que ce dôme est plus typique des situations d'automne plutôt que du printemps. Donc normalement, ce genre de dôme de chaleur se produit davantage... Pas les dômes de chaleur, les dômes. Donc l'absence de courant, le fait qu'on a une zone de haute pression, cette zone de haute pression qui est une partie du dôme de chaleur à la surface, c'est quelque chose qu'on retrouve plus à septembre, octobre, novembre, donc avec des conditions qui ne sont pas de chaleur, mais c'est plutôt du brouillard, parce que quand on a des situations stables, comme on le voit à l'automne, on a plutôt l'accumulation de l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère et du brouillard. Là, on n'a pas ça qui nous protège, et donc la température peut augmenter jusqu'aux températures qu'on observe. Donc, les changements climatiques font deux choses. Augmente la chaleur, mais aussi déplace la météo d'une saison à l'autre. Et donc, cette météo qui est typique de l'automne, on la voit là, à la fin du printemps, et c'est pour ça que cette combinaison crée une bombe explosive des températures très élevées. Voilà, c'est ça que j'allais vous demander. Hollywood a déjà fait ce genre de scénario dans ses films, des dômes de chaleur comme ceux-là, où la température explose presque, comme une marmite qui éclate. Ça, c'est ce qui pourrait nous arriver... Après, il y a des limites physiques. Donc, quelque chose qui nous protège, c'est le fait que l'atmosphère est instable. Si on ajoute trop de chaleur près de la surface, après, ça finit pour remonter la chaleur et donc créer les orages. Donc, on peut calculer des limites physiques. Et ça, on peut le faire en prenant les pires des dômes avec la pire des sécheresses. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à ces valeurs de 50 et quelques degrés. Ce qui est déjà énorme. Déjà pas mal. Une question en introduction, je rappelais volontairement l'épisode le plus froid qu'on a vécu pour un week-end d'ascension, le plus froid en 16 ans. On a eu de la grêle, on a eu les 4 saisons en 3 jours. On passe de ça à la canicule. Ça, c'est particulièrement inquiétant. Ça oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que pour ce genre de changements assez soudains de la météo, qui sont destinés aussi à augmenter avec le réchauffement climatique. Il y a des études récentes qui montrent que les écarts vont augmenter, vont être aussi encore plus rapides. Donc, ça pose des défis pour l'adaptation. Ce qui est particulièrement éprouvant pour l'homme, pour le corps humain. Pour l'homme, mais surtout, on voit aussi la végétation, la nature, qui n'est pas du tout faite pour résister à ces grands écarts de température. Donc, on est en train de mettre en danger l'écosystème avec des écosystèmes que on les a montrés aussi, c'est là où on va se rafraîchir. Les forêts, les lacs, toute la biodiversité qu'on a en France est à l'épreuve de ces grands écarts de température qui vont aussi augmenter avec le réchauffement climatique. Alors on parle de la France, ici on commente évidemment ce phénomène qu'on est en train de vivre en ce moment. Est-ce que dans le monde, il y a un endroit où le climat a pas tant que ça bougé? Est-ce que le réchauffement, il est le même partout aujourd'hui? Alors, c'est une question très difficile, mais on va essayer d'y répondre. En fait, parce qu'on se projette souvent dans l'avenir, on se dit, mais où est-ce que je dois déjà, on a compris que la Bretagne, ça risque de ne pas être à l'abri parce qu'on va quand même atteindre 35-36 degrés, parce qu'on avait beaucoup entendu la Bretagne comme... Ça va rester toujours une bonne option, bien sûr, mais personne n'est à l'abri, en fait, il faut le dire. Les changements climatiques augmentent la température régionale de façon différente. Donc, en Arctique, cette augmentation est beaucoup plus élevée puisqu'on fond la glace et donc on change complètement l'écosystème. De quelque chose de glacé, on passe à des écosystèmes où il n'y a plus la neige. Et par contre, l'Europe, c'est aussi ce qu'on appelle un hotspot. Ça veut dire que la température en Europe augmente presque 2 fois plus vite que le reste de la planète. Et comment on explique ça? Et c'est parce qu'on a cette baignoire, la mer Méditerranéenne, qui est très proche du désert du Sahara
qui remonte aussi vers le nord à cause du réchauffement climatique. Et donc, sur cette zone, on a des conditions de beau temps, ça devient une chaudière qui est capable après de transférer la chaleur sur les terres, comme l'Espagne, la France, l'Italie, et donc de changer complètement nos écosystèmes. On peut se dire qu'au tropique, les augmentations de température sont plus petites, mais ces zones-là sont très sensibles. Donc même des augmentations petites de température vont déclencher des vagues de chaleur, des orages, des conditions très humides, avec ce que vous avez montré par exemple sur l'Inde. Juste un mot positif parce qu'on a terminé. Un mot pour clore de façon positive cette séquence. La façon positive de clore, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions pour l'adaptation, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles sont là. Il y a notre Bible, disons, qui est le rapport du GIEC. On est en train de les mettre à jour avec encore d'autres solutions qu'on va après donner au monde politique et à la société civile. Donc, il y a les solutions, il faut juste les mettre en place. Donc plongez-vous dans ce rapport. Merci beaucoup Davide Ferranda. Merci de porter cette parole et d'étudier évidemment ces phénomènes. Restez avec nous.